Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui bien évidemment et quelques news très catalysantes, très intéressantes qui permettent de tordre le cou à certaines idées reçues et pour moi ça va dans le bon sens. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Le court vacille, le court se contracte et on ne voit pas des petites bougies qui sont en train de se mettre en place, notamment en daily, sur une très jolie engulfing pattern en daily. Ici, elle a été confirmée, donc c'est un ravalement de bougies haussier ici en daily. En weekly, elles sont plus puissantes, mais c'est un premier pas dans le cadre d'un retournement tendanciel haussier ici, une première brique si vous voulez, et c'est vrai qu'on a tendance à se mettre dans des toutes petites time frames, d'essayer de structurer, voir des structures. On est parti chercher de la liquidité au sud ici, on revient chercher de la liquidité au nord et on est en train de travailler. On essaie de prendre du recul, on monte de 2, 3, 4 time frames supérieurs, on essaie de regarder ce qui s'y passe pour pouvoir être du bon côté du mouvement. Et actuellement, je chercherais plutôt à acheter le dip, personnellement, si j'étais entre guillemets trader et si je voulais trader ce tout petit mouvement, puisque j'ai un bon signal de retournement ici sur des petites time frames. Le gros signal, ce serait potentiellement ici venir à 17 150 ou 17 200 $ en weekly pour clôturer et nous confirmer notre divergence haussière en weekly qu'on a identifié maintenant depuis plusieurs semaines et que beaucoup ont identifié depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines. Côté S&P 500, aussi une jolie petite bougie qui est en train de se mettre en place, donc elle n'est pas confirmée, on peut appeler ça un spinning top. Il faudrait en fait que la bougie suivante vienne clôturer au-dessus de la précédente, mais ça peut être considéré comme des prémices d'une bougie de retournement. C'est plutôt joli, vous l'avez ici également. Souvent en verte elles sont quand même plus jolies, mais vous voyez ici c'est pas complètement délirant. Je suis actuellement en daily, on peut éventuellement imaginer ce type de choses. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui nous sommes mercredi, et vendredi vous avez le CPE Core qui pourrait être éventuellement catalysant. Donc est-ce que éventuellement on va commencer déjà à pricer, vous savez, on n'attend pas généralement les dernières nouvelles pour pouvoir envoyer quelques achats notamment au niveau de la smart money. Donc on peut très bien se retrouver dans ce type de choses d'ici vendredi et avoir la news, on sell et potentiellement on repart. Ça peut être quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a observé précédemment et catalysé par des news relativement fortes fondamentalement qui sont très regardées, notamment par la Fed, la banque américaine, la banque centrale américaine. Vous avez une énorme résistance, on peut pas se mentir ici. On va tout effacer. Vous avez l'énorme résistance des 20 000 $. Peut-être pas tout effacer, peut-être la prendre ici. Énorme résistance des 20 000 $. Donc, il est vrai qu'on commence à essayer d'entrevoir, de trouver des espèces de patterns, de retournements, des divergences, etc. Mais partez du principe que ce sera pas du gâteau, en réalité, de passer cette énorme résistance ici des 20 000 $, qui est historiquement, enfin ça va pas être de la tarte, hein. J'essaie de faire court le truc, mais ne pensant pas que ce sera facile d'aller là-dedans. En somme, il est vrai qu'on va peut-être être tenté d'acheter, en fait. S'il y a une remontée, je ne dis pas le contraire, c'est clairement ce que j'encadre personnellement, hein. Je pense que si nous n'avons pas de catalyseur, on viendra pas chercher les précédents lots, c'est très personnel. Mais pour le coup, ici, il y aura peut-être une décision à prendre, hein. C'est pas complètement délirant de protéger son capital d'investissement, de prendre un hedge position sur les 20 000 $, ou entre les 19 200 et 20 000 $ si vous voulez, mais les stops seront relativement serrés, parce que ça va être très difficile à passer. Si on vient accepter, clôturer et travailler en weekly au-dessus des 20 000 $, pour le coup, beaucoup diront qu'on a un signal très puissant de retournement à l'image de 2018. En réalité, on serait ici. C'est ça que beaucoup attendent. Hein, beaucoup le regardent, ça. En ce moment, ça se tourne beaucoup, en fait, sur les vidéos. Je les regarde et je prends beaucoup de plaisir à les regarder. Je pense à Vincent Gagne, par exemple, qui va chercher des informations très précises, très chirurgicales par rapport à ces vidéos. Je prends plaisir à les écouter en podcast, hein, sans pour autant regarder les vidéos, puisqu'on comprend à peu près ce qu'il y a sur les graphiques. Mais je trouve ça très intéressant et c'est clairement ce qu'on attend. Et est-ce que ça sera différent ou pas? Sachant que c'est rarement différent et on peut, dès lors, essayer d'encadrer ce type de choses. Donc tous les dips sont menés à être rachetés et c'est ce qui est en train d'être fait. Il faut pas se mentir, hein. Tous les dips tendent à être rachetés actuellement. On continue à les racheter, vous voyez ici, on rachète le dip, on fait une pattern de retournement, on fait une spéciale un petit peu, hein. C'est très connu d'avoir ce type de pattern ici, vous les voyez tout le temps, hein. Ici par exemple, on vient chercher la liquidité, on fait le pullback et puis derrière on va aller chercher un nouveau sommet, entre guillemets, pour aller chercher un haut de range. C'est très connu, quels que soient les time frames, qu'on peut éventuellement identifié. Voilà, je voulais pas vous mettre du mauvais côté du mouvement, je continue à encadrer. Alors on me dit que je suis un permaboule, je suis foncièrement haussier sur le Bitcoin, bien évidemment, je ne serai jamais baissier sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Hein, parce que c'est intéressant peut-être de vous le dire et de reprendre en fait beaucoup de recul. Ok, on y va. Je vais passer en weekly.
À quel moment, en fait, on passe bear là-dessus? J'ai tout effacé, d'ailleurs. Ça sert à rien de conserver les... À quel moment on passe bear? Est-ce qu'on passe bear quand on vient clôturer notamment en weekly, éventuellement je sais pas moi, par ici par exemple. On vient craquer ici, on passe en bear market? Ici, on passe, par rapport au précédent lot, est-ce qu'on passe en bear market? Parce qu'en fait, on a une espèce de structure comme ceci. Je reviens en arrière, et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Ici. Est-ce que ici, on est en bear market? Bah, en fait, si vous prenez par rapport au bottom, on est en train de faire des structures, on fait des hauts toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus bas que les précédents, mais on vient de passer en bear market. Pourquoi? Puisque c'était ultra bear, parce qu'on avait travaillé sous les précédents lots juste ici, donc ça a été fortement racheté. On voit ici un magnifique hammer en weekly, je ne vous dis pas le contraire, mais lorsqu'on y était, c'était sell bull market puissance 1000. D'ailleurs, on va un tout petit peu agrandir et on continue. Ici. Est-ce qu'on passe en Bitcoin à 10 000? Rappelez-vous de cette situation. Je sais que peut-être une partie d'entre vous n'y était pas, mais c'était Bitcoin à 10 000 ici. Bitcoin à 10 000. Est-ce que pour autant on est passé en bear market? Non, on n'est pas passé en bear market. Ça a été considéré comme un énorme pullback. Alors beaucoup avaient déjà fait ses valises et finalement, ça leur a redonné raison. Le temps leur a redonné raison. Généralement, le marché donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Ceux qui ont sell les 28 000 $, ont été très patients et n'ont pas racheté peut-être jusqu'à maintenant, pourquoi pas. À quel moment on passe en bear market? Ici, on est toujours en bull market en réalité. Ceci est considéré comme un pullback. Mais je suis d'accord avec vous. Dès lors, est-ce que ceci ne pourrait pas être considéré comme un énorme pullback? Je me pose la question. En réalité, si vous passez en mensuel, ou voire en trimestriel, à quel moment vous passez en énorme bear market? Puisque si vous passez en logarithmique, en réalité, le réel bear market, il se trouverait potentiellement ici, sur les 10 000 $. C'est ça la réalité. Si on viendrait, entre guillemets, à remettre en cause l'intégralité de ce marché haussier. Si vous passez en trimestriel, on voit des choses complètement différentes. Toujours pareil. À quel moment vous passez en bear market? C'est toujours la même chose. Ici, vous passerez en bear market potentiellement à 3 858 $. Si on passe en trimestriel, ce marché est complètement haussier jusqu'aux 3 850 $. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on peut pas vraiment essayer d'entrevoir un bottom de marché définitif, pur et de l'acheter, puisque ça fait des mois et des mois que des gens essayent de l'acheter, mais nous n'y parvenons pas. Dernière petite chose qui est très intéressante, si on refait un parallélisme par rapport à 2018, c'est cette fameuse énorme chute qu'il y a ici. Vous vous rappelez de cette chute ici? En fait, que j'y étais personnellement, personne ne l'avait vu arriver, tout le monde pensait, et on était assez certain qu'on était sur des bottoms de marché. Or, si vous reprenez aujourd'hui les derniers sondages sur la communauté des rois du Bitcoin, on a à peu près 43% à attendre le dip pour acheter sur les 10 000 $ ou les 12 000 $. C'est ça la vérité. C'est qu'aujourd'hui on est 43%. Ici on n'était pas 43% puisque le bottom pour nous était fait. On était encore dans cette euphorie, on n'était pas rentré en bear market. En fait, on a constaté le bear market quand on s'est pris une cartouche de moins 50%. En fait, on a dit, nous sommes en bear market quand on était au point bas. Or, c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça qu'on commence à dire, de façon franche, que nous sommes en bear market. Beaucoup l'ont annoncé, parce que beaucoup ont cette mémoire de marché quand on est... Alors, certains diront je suis passé en bear market à 35 000 $, d'autres diront je suis passé en bear market à 20 000 $, d'autres diront je viens de passer en bear market où on commence, en fait, on le subit en réalité. Et ce qu'on attendait, ça, pour le coup, vous pouvez éventuellement me suivre sur cette didactique-là. Lorsqu'on était sur les 20 000 $, beaucoup regardaient et observaient les 12 000, 13 000 $, et beaucoup attendaient cette dernière chute. Vous vous rappelez de ça? On attend la dernière purge pour aller après poser nos bottoms de marché, on enlève le sparadrap un peu vite et un peu fort, et puis derrière on structure et on fait notre breakout. Et je vous avais dit, ouais, mais ça ferait rentrer en fait énormément de personnes, en réalité, sur ce marché, qui n'ont peut-être pas vocation à vouloir acheter ce marché, en tout cas dans la bonne... si on parle de Waze, etc., l'objectif c'est de les faire acheter plus haut. Or, vous avez beaucoup, notamment sur Coinbase, de personnes qui attendent très patiemment d'acheter ce marché tranquille, attendre patiemment avec des ordres ouverts, et probablement qu'il y aura du buy market, bien évidemment, sur ces niveaux de valorisation, si on venait à craquer le marché. Et ce n'est pas ce qu'on avait observé, en réalité, en 2018. Il n'y avait pas ça en 2018, c'est pas vrai. C'est clairement pas vrai, et d'ailleurs aussi, si vous pouvez le voir au niveau du crack Covid, il y avait beaucoup moins d'ordres, entre guillemets, qui s'étaient positionnés. Les ordres se sont massivement positionnés après, pour pouvoir soutenir leur cours. Alors on peut se parler de spoofing, etc., en fait, ce qu'on est en train d'observer ici, sur Coinbase, sur Bitfinex, sur les gros échangeurs, c'est du jamais vu, en fait. On tapisse les murs, c'est des dalles de béton en béton armé. Donc,
En somme, on est en train d'anticiper cette fameuse purge. Or, la purge qui devait avoir lieu, c'est la chute de FTX qui devait nous envoyer à 10 000 $, et la question reste ouverte. Pourquoi nous y sommes pas? Bien évidemment, parce que trop de personnes veulent acheter. Il y a du cash sur ce marché. L'objectif pour la smart money, l'objectif pour les makers, l'objectif pour les brokers, l'objectif pour les opérateurs de marché, c'est pas de les faire acheter à 10 000 $, ces gens-là, c'est de les faire acheter à 50 000 $, ces gens-là. Et il faut vraiment essayer de travailler cette psychologie-là, puisque ça nous permettrait potentiellement d'encadrer des retournements de marché anticipés pour essayer de prendre des profits lorsqu'ils se présenteront. Quand ces gens-là diront « c'est boule », à ce moment-là, on commencera à vendre. Et généralement, vous vendrez relativement haut, 33, 35, 40, 48 000, voire 52 000 $, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, ou ça, dans une zone de rechargement de vente logique de fonds court terme. J'enlève juste le logarithme, donc grosso modo, vous auriez potentiellement tous les gens qui veulent acheter ici. Et posez-vous la question, parce que je sais que vous êtes 43% de la communauté, et je suis intéressé de le savoir. À quel moment vous passez permaboule là-dedans? À quel moment? Lorsque vous voyez une bougie de rupture, beaucoup attendent cette bougie de rupture pour redonner une dynamique haussière à ce marché. Donc, pour moi, c'est les fameux 21 500 $. Pour d'autres, ça peut être plus bas. Pour certains, c'est des invalidations à 18 500. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais à quel moment vous passez permaboule? Ici, quand on vient entre guillemets, bouffer le premier arrêt, parce que ici, beaucoup de shorters, on a fait la vidéo d'hier dans ce sens-là, où vous commencez à passer boule ici, ce sera le pire moment, malheureusement, où les 0,50, si on vient travailler au-dessus des 0,50, c'est quoi le risque management derrière, puisque tout le monde voulait acheter à 10 000 $, ou à 12 000 $, ou à 14 000 $. À quel moment on passe boule, en réalité? À quel moment? Donc, ce que je sais aussi, c'est qu'on est très exposé, et nous sommes majoritairement exposés sur ce marché, donc on prendra des profits lorsqu'ils se présenteront, bien évidemment. L'objectif, c'est toujours le même, c'est de protéger son capital d'investissement. Ça, on pourra pas se le retirer, et c'est très bien comme ça. L'objectif, c'est pas de faire des leviers x10 sur des hypothétiques bottom de marché, puisqu'on se les fait bouffer en permanence. Vous venez en 2015, ça a pris tout le monde de court, cette petite bougie. Alors, oui, il n'y avait pas les contrats futurs, donc c'est un petit peu biaisé ce que je suis en train de vous dire, mais grosso modo, on a l'habitude d'avoir ces espèces de mèches ici. C'était beaucoup moins liquide, c'est un petit peu différent aujourd'hui, généralement les bottoms sont relativement maintenus. On peut éventuellement essayer d'encadrer, qu'on est dans une situation relativement similaire à 2018. En tout cas, toutes les datas qu'on peut avoir on-chain ou hors-chain sont réellement similaires, voire bien plus bear aujourd'hui qu'en 2018. Vous prenez tous vos indicateurs techniques préférés, Ishimoku Kinkoyo, RSI, MACD, FOM, tout ce que vous voulez, c'est méga bear. C'est méga bear et c'est bien plus bear que bear sur nos indicateurs techniques qu'on utilise, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Je voulais pas vous en dire plus aujourd'hui, je pense que le marché n'a pas vraiment fait quelque chose de très particulier. On attend tout simplement ce cours, ces structures qui sont en train de se positionner, mais je doute de plus en plus qu'on aille beaucoup plus bas si on n'est pas catalysé. Voilà, donc ceux qui attendent beaucoup plus bas, c'est probablement une bonne chose. Je vais vous dire tout à fait la même chose de quelque chose de très contre-intuitif, mais c'est encore une fois la stratégie qui gagnera à la fin. C'est bizarrement, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus bas, mais honnêtement, je gagne toujours 50% de cash. C'est toujours pareil. C'est une couverture psychologique, c'est une couverture d'action, puisque je n'agis pas en fonction de ce que je crois, j'agis toujours en fonction de ce que je vois, et actuellement, je vois strictement rien. Je vois un cours à plat qui continue à accumuler. Alors oui, si on va dans des toutes petites timeframes, vous voyez la pattern de Wyckoff au niveau de la distribution, on fait ici du TAD, vous avez le saut qui a été pris ici, on peut refaire un petit truc et puis d'aller chercher la liquidité beaucoup plus bas. Je ne dis pas du tout la même chose. Et honnêtement, c'est pas complètement délirant de se positionner ici. Mais en fait, je me positionne pas ici. Vous voyez? Pourtant, j'avais des pending exécutions. On a des pending exécutions. Tiens, je viendrai chercher la liquidité ici. Ouais, mais je savais pas quelle news allait éventuellement envoyer le Bitcoin ici. Si je n'avais pas eu de news fondamentale, honnêtement, ça m'aurait pas dérangé d'acheter à 18 000 ou à 17 500 $. Pour moi, ça aurait été que de la chasse à la liquidité. Alors oui, les chasses de liquidité et les mouvements volatiles sont souvent accompagnés d'une news fondamentale. Je ne dis pas du tout le contraire. Celle-ci aurait été relativement grosse, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Dès lors, j'attends quoi? J'achète pas des couteaux qui tombent. J'attends une consolidation. Et il est probable qu'on vienne chercher probablement les lots ici, mais ce que je veux vous dire, c'est encore une fois la même chose, c'est qu'on peut aller chercher plus haut avant d'aller voir plus bas. Et d'ailleurs, vous avez une toute petite structure qui est très intéressante, qui a été partagée, je sais plus par qui, je crois que c'est... je sais plus qui c'est qui l'a partagé, cette petite fractale qui est très connue, en AB égale CD, vous l'avez, qui s'est positionnée,
ici en AB égale CD, hein, CTRL A, CTRL V, hop, et vous allez chercher quoi? Une AB égale CD, donc si vous êtes bear, bah, vous pouvez éventuellement vous attendre à ça. Invalidation de quelques plans héliotistes, mais honnêtement, vous déplacerez juste votre 2 ou votre 4, il n'y a pas de problème avec ça. On serait exactement dans une zone de rechargement de vente logique entre les 618 et les 786. C'est une target ici qui est très drôle, puisque en fait, précédemment, il y a encore 4 jours en arrière, on avait tous la target de 19 500 ou 19 600 $, puisqu'il y a aussi un déséquilibre de marché juste ici, très proche des 20 000 $. Alors, partez du principe qu'on aura une énorme résistance, il n'y a aucun problème avec ça, et les fractales et les analystes diront, à chaque fois on revient chercher les 0,50, ici on revient chercher les 0,50, ici vous avez raison. On vient à chaque fois chercher les 0,50, 0,50, 0,50. Est-ce vraiment différent? C'est rarement différent ici au niveau des 0,50, mais pour moi on peut être dans une petite trendline, et puis on verra au niveau de nos data on-chain comment en fait le marché réagit à ça. Je vous montre une dernière chose, je l'ai encore regardé ce matin, c'est pas rassurant, mais si on part du principe qu'en réalité nous sommes, et beaucoup le disent, dans un énorme pullback qui a été catalysé par des signes noirs sans précédent. Moi je me fie beaucoup à ça. Au niveau du funding, bon, bah je vais pas vous mentir, ici on était en juillet 2021, et ici ça fait quand même vachement flipper quoi. Je veux pas vous dire, mais quand je vois ça, il faut agir et pas du mauvais côté du moment, si vous voulez. Puisqu'il y a beaucoup de bears et une prépondérance de bears. Les fundings n'ont jamais été aussi négatifs, en fait, si vous prenez des timeframes un petit peu plus importantes. C'est super important de le dire. Alors, est-ce que c'est pipé, est-ce que c'est pas de bonnes data? Bon, en tout cas, la dernière fois qu'on avait eu des fundings aussi négatifs, le marché, il est parti dans l'autre sens. Ici, vous avez des fundings extrêmement négatifs. Bah, fort à parier que ce soit peut-être pas différent finalement. À quel moment on avait ça au niveau de notre ratio long short? Vous l'aviez ici, vous aviez un fort déséquilibre ici, donc plus de bear que de long, donc ici on retourne le marché. Vous vous rappelez qu'on avait fait ce travail ici, plus de bear que de long, donc plus de short que de long, derrière on retourne le marché, ici on vient cracher, vous avez exactement la même dépréciation juste là, ici potentiellement on vient chercher les derniers acheteurs, les derniers futurs millionnaires, et à un moment, c'est exactement la même situation là, on commence à remonter, ici on commence à remonter, derrière on va chercher le dernier, ici on va chercher le dernier, c'est pour ça qu'on peut très bien aller chercher peut-être des poches de liquidité un tout petit peu plus bas, et puis aller chercher tous les vendeurs et tous les bears pour leur casser la tête. Et ce sera pas facile, dans un sens comme dans l'autre, je ne dis pas du tout le contraire. Ce sera pas facile dans un sens comme dans l'autre. Il est difficile ce marché, hein. On peut très bien faire un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, et on y va en avant gagnant, hein. Aucun problème avec ça. Donc malheureusement, tous les scénarios qu'on peut se mettre en place ne fonctionnent que très rarement. En tout cas, la réalité de fractal qu'on peut positionner sur un marché se passe très rarement. Il ne sert qu'à une chose, c'est de rationaliser des idées d'investissement. En somme, acheter des bas de range pour vendre des hauts de range, voire potentiellement encadrer un breakout en gardant des liquidités pour éventuellement pousser ce marché, n'est pas complètement délirant. Hein, c'est toujours la même chose. Personne ne connaît l'avenir. J'en suis désolé, ou c'est peut-être une bonne chose pour le coup. Dernière petite chose par rapport à Swissborg, je trouvais ça intéressant, c'est Julien Roman qui a fait un interview avec Cyrus SB. Vous savez, nous on a fait un interview avec Anthony, et puis derrière vous avez Cyrus, donc n'hésitez pas à aller regarder leur interview. Je l'ai pas regardé encore, je l'écouterai peut-être en podcast aussi en fond dans la voiture, mais voilà, comme il l'a fait à quelques jours d'intervalle, je trouvais ça aussi intéressant. Et pareil, vous avez mes liens, je rentre en relation avec Swissborg, série A jusqu'à fin janvier. Vous avez ici la possibilité pour $50 déposés de gagner un coupon entre 1 et $100 doublé pendant une semaine, donc c'est de 2 à 200 € de récompense par rapport à un petit ticket à un grattage, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Voilà, c'est juste ici du 20 au 27 décembre, nous offrons des récompenses x2 pour tous les parrainages effectués, donc que ce soit via mon lien de parrainage ou votre lien de parrainage à des copains, bah n'hésitez pas, ça peut peut-être être intéressant. Et vendredi, j'essaierai de vous faire une vidéo, une espèce de chronique d'Hermès, par rapport à toutes les discussions qu'on pourrait avoir avec nos familles, nos amis, notamment pour le jour de l'an et pendant les fêtes de fin d'année, et quelques idées reçues et quelques petites réponses relativement faites et bien formulées, pour pouvoir éventuellement leur répondre, parce qu'on va peut-être se faire malmener, hein, nous, boursicoteurs et crypto-traders ou crypto-investisseurs, on se fera très certainement malmener. Une petite touche très intéressante, et je voulais finir cette vidéo là-dessus, blockchain et écologie, le duo gagnant pour 2023, quand Bitcoin et Ethereum se mettent au vert. Vous avez beaucoup d'informations, beaucoup de personnes initiées, sachantes, qui prennent la parole pour défendre, entre guillemets, les bienfaits de Bitcoin sur l'environnement. Donc, on va pas le lire ensemble, vous avez mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une recrudescence, de plus en plus d'articles qui tendent à tordre le cou à ces idées reçues qui sont en fait menées par bras de fer, comme un espèce d'étendard par nos politiques. Vous prenez des
des politiques aux États-Unis, enfin un peu partout dans le monde. Grosso modo, ça pollue, donc c'est pas green, donc ça dégage. Je vous fais le résumé. Et de plus en plus de personnes se lèvent et prennent la parole pour expliquer en quoi ça peut être bien pour la planète. Et honnêtement, c'est pas complètement délirant. Vous avez d'ailleurs une personne, c'est je sais plus qui est venu dans le Discord, Klein, me semble-t-il, Jonathan. On a créé un petit fil de discussion ici, dans discussion Bitcoin. Voilà, Jonathan Klein, qui est venu, c'est le fondateur de Trezerio, ou président de Trezerio. Il est venu sur le Discord, puisqu'on en parlait, entre guillemets, et il a fait pas mal de petites informations là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il a un site internet. C'est une entreprise française qui permet de récupérer la chaleur émise par les ASIC ou par les cartes graphiques, mais là plutôt pour les ASIC, pour le Bitcoin, qui permet en fait de le transformer et d'utiliser ces chaleurs pour chauffer, et notamment chauffer l'eau de nos ballons d'eau chaude. Je trouve ça plutôt intéressant, je ne connais pas le prix, je suis pas rentré dans l'hyper détail, je trouvais ça juste intéressant de vous en parler, puisque ça permet de faire un rebond par rapport en fait à cette fameuse green écologie par rapport à Bitcoin, Ethereum, puisque en fait la chaleur émise peut être aujourd'hui récupérée pour des bienfaits, puisque aujourd'hui la plus grande déperdition de nos maisons et de notre utilisation de l'énergie, c'est bien évidemment pour se chauffer. Aux États-Unis, c'est peut-être pire, c'est peut-être pour se refroidir, hein, notamment sur les climatisations. Si on reprendra pas le big FUD, enfin le big scandale par rapport au mondial au Qatar, vous imaginez bien, les gens se sont plaints, on est en plein désert, il fait 50 degrés, les gens ont des doudounes parce qu'ils ont froid dans les stades. Enfin, c'est du jamais vu, mais c'est le monde. Et aujourd'hui, on nous explique que Bitcoin est polluant. Donc l'objectif, c'est de pouvoir canaliser cette chaleur émise, canaliser en fait ces ressources nécessaires pour pouvoir éventuellement avoir d'autres solutions, ou en tout cas d'autres réponses à des interrogations qui sont réelles par rapport à cette empreinte écologique que Bitcoin peut avoir à travers le monde. Je trouvais ça très intéressant. Allez faire un petit tour, et avec grand plaisir d'en inviter d'autres, hein, si vous avez des personnes qui sont à l'initiative, notamment de projets français. Ils ont levé de l'argent auprès de Business Angel. Je trouve ça très intéressant, bien sûr, d'en parler, avec grand plaisir d'en parler et d'en discuter avec vous, même de faire des vidéos dédiées si la communauté en ressent le besoin. Je trouve ça toujours extrêmement pertinent et qui apporte extrêmement de valeur, qui permet d'essayer de gommer nos biais psychologiques pour dire Bitcoin c'est pas bien parce que ça pollue, et puis d'autres diront Bitcoin c'est pas bien parce que ça a perdu 70%. Oui, ça a perdu 70%, mais on peut encore baisser sans aucun problème, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, et ce sera considéré pour nous comme une opportunité. C'est le plus important. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin.